Dans cette émission, nous explorerons les années du cinéma au travers des œuvres qui l'ont façonné. Pas forcément les longs métrages les plus populaires, mais assurément ceux qui m'ont le plus marqué et qui peut-être auront également une résonance en vous. Des chefs-d'œuvre incontournables aux perles méconnues, laissez-vous embarquer dans ce voyage à travers le temps. Après une année 1903 assez impressionnante en termes de richesse cinématographique, 1904 est une année bien plus calme. J'ai parcouru pas mal de métrages pour préparer l'épisode, et la première remarque que je me suis faite, c'est qu'aucun film ne dépasse les 20 minutes. Quasiment aucun métrage que j'ai pu trouver n'a l'ampleur et l'ambition d'un Great Friend Marbury ou d'un La vie et la passion de Jésus-Christ. Mais j'ai quand même trouvé des films assez sympas. J'ai d'abord pioché dans ce que recommandait la vidéo The History of Cinema. Pour l'année 1904, il cite Personal de Wallace McCutcheon, qui est vraiment quelconque. On a une idée de mise en scène assez innovante en tout début de film permettant de contextualiser la trame principale, mais c'est tout ce que je retiens. Il cite également deux films de Méliès, La Sirène dont je n'ai rien à dire dessus tant le film est banal, et Le Voyage à travers l'impossible qui me donne déjà plus de matière. Le Voyage à travers l'impossible, du haut de ses 20 minutes, nous plonge dans des décors extrêmement soignés. Visuellement, c'est sans doute le Méliès le plus plaisant à regarder. Il y a des plans avec une profondeur de champ assez impressionnante, même là j'ai du mal à distinguer où est la coupe entre ce qui est réel et ce qui est peint. Il y a des plans où beaucoup de choses se passent, où on n'hésite plus à montrer plusieurs actions dans un même cadre, et surtout, les décors sont de moins en moins immobiles. Beaucoup se déplacent, se rentrent dedans, provoquent de la destruction et de la fumée. Là on ne fait pas juste apparaître le soleil avec un cut, on s'embête à déplacer une couche de nuages en carton et à rapprocher le soleil de la caméra. Ça donne beaucoup de relief et de vie à l'univers fantastique qui est créé ici. Arrivé sur la planète, on va beaucoup jouer avec la colorimétrie et la pyrotechnie pour faire croire à l'aspect infernal du lieu. Vraiment, c'est la première fois qu'un Méliès me charme autant esthétiquement. Rien que ce plan, j'ai l'impression de voir les premiers essais de Beczinski. Et ces plans sur le sous-marin, j'y vois beaucoup d'inventivité. La manière de représenter les profondeurs, le décor qui défile, et cette créature incroyable qui n'apparaît malheureusement pas assez longtemps. Un mélange bizarre entre une pieuvre et une araignée. J'aime aussi beaucoup ce que font les comédiens à l'intérieur du film. Tous ont l'air d'y croire et proposent un vrai investissement scénique. Ils sont tous en surjeu certes, mais c'est parfaitement raccord avec l'univers fantasque du film. C'est très cool, Le Voyage à travers l'impossible. Probablement la proposition de cinéma la plus réjouissante de Méliès. J'ose dire les termes, c'est lui qui aurait dû être légendaire plutôt que Le Voyage dans la Lune. Bon, après ces trois recos de la vidéo The History of Cinema, j'ai dû chercher un peu plus loin. J'ai pas mal exploré le Wikipédia anglais sur les films sortis en 1904, et je suis tombé sur des trucs plus ou moins intéressants. The Bold Bank Robbery par exemple, réalisé par Jack Frawley. C'est un peu The Great Train Robbery, mais en moins ambitieux et avec une qualité d'image assez immonde. Donc pas grand chose à en dire. Christopher Columbus de Vincent Laurent Elborn était intriguant au tout début avec ce magnifique premier plan, puis devient par la suite très banal. Pareil pour The European Rescue réalisé par Edwin Stanton Porter. Un excellent début nous montrant de super travelling d'environnement urbain en filmant depuis un bateau en marche, un début qui nous montre des angles de caméra intéressants comme cette plongée quand le personnage emprunte l'échelle ou ces mouvements de pivot de la caméra pour simuler le mal de mer. On a même des intertitres pour des dialogues. Bref, tout ça c'est nouveau et créatif, puis le film devient banal et paresseux dans sa mise en scène durant tout le reste du film. The Lost Child, réalisé par Wallace McCutcheon. Le pitch est intéressant, jouant sur un quiproquo assez bien amené, mais le film est 10 fois trop long dans sa course-poursuite. Le début montrant le plus banal du quotidien est assez sympa. Là j'ai pas l'impression que la caméra est une grosse machine de plusieurs kilos qui demande des techniciens un peu partout. Juste un petit moment intimiste qui me fait penser à des images d'archives beaucoup plus récentes. The Suburban, également réalisé par Wallace McCutcheon. Non, je peux pas me permettre de vous montrer des images de si mauvaise qualité. The Moonshiner, toujours réalisé par Wallace McCutcheon. Un film très banal dans son début, mais qui se révèle intéressant à la fin. Cette baston, c'est la baston la plus crédible et la plus violente que j'ai vue depuis le début de l'émission. Surtout que là, la caméra reste fixe et donc on ne peut pas tricher avec des angles de caméra pratiques pour simuler de vrais coups. J'ai l'impression qu'ils se mettent de vraies patates et quel plaisir. Les deux derniers plans sont également très plaisants et vraiment innovants. Le premier montrant 3 personnages se tirer dessus sur 3 valeurs de plans différentes, ça c'est cool. Montrer un personnage féminin aussi actif et impactant, c'est cool aussi. Et enfin, ce cut pour passer au plan suivant, ça c'est pas anodin. Généralement quand on fait un cut dans le cinéma de cette époque, c'est soit pour changer de scène, soit pour replacer les personnages. Là c'est la première fois que je vois 2 plans pour filmer une même scène. Ça donne tout de suite beaucoup plus d'importance et de grandeur à la scène car elle existe au-delà d'un seul cadre. On peut désormais changer légèrement de point de vue, car en vrai c'est juste un zoom, c'est le même angle de caméra mais rapproché des personnages,
mais sans perdre en continuité. Est-ce que ça y est, le cinéma commence à emprunter l'art du découpage propre à la bande dessinée ? Peut-être. On a parlé des films que j'ai trouvés plus ou moins intéressants. On va maintenant parler de ceux qui m'ont vraiment plu. D'une manière générale et comme un bon gros normie, ce que je préfère dans le cinéma, c'est le cinéma d'action. Ce sont les émotions que j'aime le plus ressentir, la tension et l'excitation que procure un affrontement parfaitement chorégraphié et inventif. Et dans le cinéma d'action, j'apprécie énormément le genre du film de guerre. Le pouvoir d'immersion et de choc qu'elles peuvent me faire ressentir quand elles sont construites avec brio peuvent créer des moments de cinéma qui me marquent à vie. J'attendais donc avec impatience de voir les premiers essais cinématographiques de scènes de bataille. Et enfin j'en ai. La bataille du fleuve Yalu le 27 avril 1904 est une bataille assez méconnue dans l'histoire. Elle a vu s'affronter environ 42 000 Japonais contre 25 000 Russes, à peu près ici. Elle se solde par une victoire japonaise, une victoire assez importante dans le conflit russo-japonais qui prendra fin en 1905. Quelques mois après l'affrontement sur le fleuve, la société britannique Charles Urban Trading Company va créer une reconstitution cinématographique de cette bataille. Le but du film est beaucoup plus d'archiver cette bataille sur un nouveau médium plutôt que de créer une expérience narrative. Esthétiquement, je trouve que le noir et blanc du film est somptueux. C'est sombre, c'est poisseux, c'est ce qu'on imagine d'une bataille perdue au fin fond de l'actuelle frontière nord-coréenne. La caméra neutre, uniquement là pour filmer, m'a vraiment donné l'impression d'être le témoin d'un vrai affrontement. Malheureusement, j'ai un peu de mal à croire au dernier plan, tant il y a de coups de feu et aussi peu de personnes touchées. Mais le cadre magnifique, avec ces Russes qui tiennent la position comme ils peuvent et ces Japonais qui émergent lentement des arbres et qui se font de plus en plus menaçants, comme une ombre mortelle qui s'approche de la caméra, ouais, moi je suis dedans, et je suis ravi de ce que je suis en train de voir. En plus c'est très bien chorégraphié, l'avancée des Japonais qui se fait étape par étape et qui semble à chaque fois pertinent stratégiquement, toutes les interactions entre les Russes pour alimenter les pièces d'artillerie, c'est sublime. Ça pose quelques fondations essentielles pour tous les futurs films de guerre, et j'ai très hâte de voir comment le genre va continuer de se développer. Terminons cet épisode par la proposition cinématographique que j'ai préférée cette année, La Grève, réalisée par Ferdinand Zecca. Premier superlatif, la qualité de la copie proposée par la chaîne YouTube de la Cinémathèque est à tomber par terre. Le niveau de détail et de finesse est incroyable. Bien sûr, ce n'est pas une qualité du film lui-même, c'est juste que celui-ci, on l'a très bien conservé, mais ça fait du bien. La Grève met en scène un scénario assez dense, où comment le refus d'un patron d'usine de négocier avec les ouvriers va entraîner une gigantesque émeute. Un chaos qui tournera au drame lorsque les gendarmes ouvriront le feu sur les manifestants. Son mari se faisant tuer sur le coup, une femme va immédiatement se venger sur le patron, le tuant également. Lors de son procès, la femme sera acquittée grâce au soutien du fils du patron, reconnaissant le traitement inhumain qu'infligeait son père aux ouvriers. Le film se termine par une vision d'harmonie entre le travail, le capital et la justice, symbolisant un avenir de réconciliation sociale. Mais quel scénario de fou! La Grève s'est aujourd'hui considérée comme l'un des premiers grands drames sociaux. Un film engagé dénonçant les conditions de vie et de travail misérables de la classe ouvrière, sans non plus remettre en question le modèle capitaliste. On est plus sur un film réformiste que marxiste. En plus d'être assez moderne dans son discours et dans sa narration, La Grève est un bonheur de mise en scène. Le plan qui montre la manifestation est magnifique. Je ressens parfaitement la tension et la gravité de ce qu'il se passe. Malgré le chaos et la quantité de trucs qui se passent dans ce plan, la scène est parfaitement lisible et on ne passe pas à côté de ce qu'il se passe entre le patron et la femme. Puis on a ce panoramique qui donne encore plus d'ampleur à ce chaos visuel. En termes d'immersion et de tension, c'est l'un des meilleurs plans que j'ai pu voir depuis le début de l'émission. Le troisième plan est vraiment touchant. On sent que les forces de l'ordre ne se réjouissent pas de ce qu'ils font, mais qu'en même temps, ils sont un peu obligés de faire leur travail. Et la caméra qui ne coupe pas tout de suite, nous laissant voir les enfants comprendre leur situation, qu'ils vont désormais devoir se débrouiller par eux-mêmes, avec l'aîné qui semble assumer son nouveau rôle en consolant sa petite sœur. C'est fort et c'est pas commun de réunir tout ça en un seul plan. J'ai moins à dire sur les deux derniers plans, mis à part souligner la justesse des comédiens. C'est surtout dû à la qualité d'image, mais on peut voir de manière très nette les visages des comédiens, et j'y vois beaucoup de noblesse et d'élégance. J'y vois des gens prendre très au sérieux l'œuvre qu'ils sont en train de créer. Pour l'instant, La Grève de Ferdinand Zecca est mon film préféré de la bonne trentaine que j'ai pu voir depuis l'année 1900. C'est un film puissant et intense, à la fois esthétiquement et narrativement. Et bah finalement, l'année 1904 se défend très bien. On se reverra dans 2 semaines pour parler des films de 1905. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.